Bonjour à tous. En début de semaine, j'ai candidaté pour avoir une bourse pour une thèse que j'ai obtenue. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant si j'adaptais la présentation pour vous présenter mon parcours académique pour cette chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une double licence physique-mathématiques à Brest. Mais j'ai fait la troisième année de licence de physique à Grenoble pour pouvoir débuter le magistère de physique, qui est une formation en plus de la simple licence et du master. Et en parallèle de ce magistère de physique, j'ai fait le master de physique subatomique et cosmologie que j'ai fini l'année dernière. Et dans l'objectif d'approfondir les aspects les plus formels, j'ai décidé, d'avant de postuler pour une thèse en physique des particules, de faire un M2 de physique mathématique à Dijon que j'ai finalisé il y a un mois. Donc, je vais maintenant vous parler des différents stages que j'ai faits. Donc, il y a 3 ans, j'ai fait un stage dans le laboratoire Optimag avec Mathieu Dubreuil. C'était un stage de modélisation informatique en optique où l'objectif était de faire une mesure ultra rapide de la retardance d'un pur biréfringent linéaire. Un biréfringent est un objet ayant la propriété d'avoir un axe lent et un axe rapide par rapport à la lumière. Et la retardance est la valeur numérique qui caractérise le biréfringent. Donc, pendant ce stage, j'ai dû modéliser le dispositif optique que vous voyez au niveau de l'écran. Et donc, l'objectif est d'utiliser ce dispositif optique, une onde qui rentre au niveau de la source, qui passe par tous les dispositifs optiques, par le milieu d'étude, et qui arrive à la fin. Et donc, on obtient une onde finale qui a été modélisée informatiquement. Et grâce à cette onde et à sa transformée de Fourier, l'objectif est de construire une fonction qui retrouve la retardance du milieu. Et donc, à la fin de mon stage, j'ai pu avoir cette courbe qui montre l'écart-type relatif de la retardance en fonction de la retardance. Donc, on voit que pour des faibles valeurs de retardance, l'écart-type relatif est important, mais pour des valeurs de retardance qui ne sont pas négligeables, on obtient un écart-type qui est extrêmement faible, un écart-type relatif qui est extrêmement faible, ce qui fait que ce dispositif optique est prometteur pour permettre de retrouver la retardance d'un matériau. L'année dernière, pour finaliser mon master de physique subatomique et cosmologie, j'ai fait un stage au LPSC à Grenoble avec Sabine Crabbe. C'était un stage d'analyse de données avec des données provenant du LHC, le grand collisionneur de hadrons du CERN, pour étudier le modèle standard supersymétrique minimal, qui est une extension du modèle standard avec énormément de paramètres libres, plus d'une centaine, ce qui fait qu'il est crucial de les contraindre. Pendant mon stage, je me suis focalisé dans le secteur neutralino-chargino, qui sont des nouvelles particules apparaissant en supersymétrie. Dans ce secteur, il y a 4 paramètres libres et l'intérêt de ce secteur est que le neutralino le plus léger est un candidat au problème de la matière noire, qui est un des plus gros problèmes de l'astrophysique contemporaine. Donc, dans la première partie de mon stage, j'ai utilisé un paramètre d'exclusion qu'on appelle valeur R, tel que s'il est plus grand que 1, alors les paramètres sont exclus en vue des données, et s'il est plus petit que 1, alors les données ne permettent pas d'exclure les paramètres. Ici, je vous ai mis la courbe où j'ai fait varier 2 paramètres qui sont mu et m2, et donc j'aurai 2 paramètres de mon modèle qui ne varient pas. Et les points d'exclusion sont les points rouges. On voit qu'ils sont principalement en haut à gauche, ce qui fait que la majorité de la figure n'est pas exclue, et donc que cette technique ne permet pas de contraindre fortement les paramètres. La deuxième partie de mon stage a été d'essayer d'utiliser une méthode pour déterminer les régions les plus probables des paramètres. Pour ce faire, j'ai utilisé une méthode MCMC, Monte Carlo Markov Chain, où on a des marcheurs qui se déplacent suivant une certaine loi de probabilité de transition. Le déplacement de ces marcheurs nous fournit un histogramme. Et cet histogramme est censé représenter la densité de probabilité des paramètres en vue des données. Donc ici, je vous ai mis les courbes que j'avais calculées pendant mon stage pour la masse des 2 chargés d'eau. Donc je ne rentre pas dans les détails de ces courbes, mais l'histogramme dont je vous ai parlé précédemment correspond à l'histogramme bleu, principalement caché par l'histogramme orange. Et on voit que bien qu'il existe des régions plus probables des paramètres, ces histogrammes sont très étalés, ce qui montre que cette technique ne permet pas non plus de contraindre fortement les paramètres. Cette année, pendant mon master de physique mathématique, il n'y avait pas de stage à faire à la fin de l'année, mais il y avait un mémoire pendant toute l'année. C'était un mémoire que j'ai fait à Dijon avec José Luis Jaramillo. C'était une étude du groupe BMS. Le groupe BMS est le groupe des symétries asymptotiques, des espaces-temps qui sont asymptotiquement plans. L'idée est que l'on a des phénomènes gravitationnels possibles, mais à l'infini, on a des conditions d'atténuation qui font que l'on retrouve l'espace de Minkowski. La situation physique correspond à un phénomène astrophysique qui va émettre des ondes gravitationnelles dans un espace qui n'est pas du tout plat, par exemple 2 trous noirs qui tournent ensemble. Ces ondes gravitationnelles vont arriver jusqu'à nous dans notre espace qui est quasi plat. Donc nous sommes dans les conditions du groupe BMS. Et l'objectif est, grâce à l'étude du groupe BMS et à la mesure des ondes gravitationnelles, de retrouver des informations sur le phénomène astrophysique initial. Et donc le groupe BMS est une extension du groupe de Poincaré. Donc le groupe de Poincaré est le groupe de la relativité restreinte, où
On a les transformations de Lorentz qui apparaissent encore, mais en plus des translations, on a une généralisation en supertranslation. Le groupe de Poincaré est un groupe de dimension 10 et le groupe BMS est un groupe de dimension infinie. Il y a une infinité de supertranslations qui généralisent la notion de translation. Donc, je vais maintenant parler du stage volontaire qui n'était pas obligatoire dans mon cursus, mais que j'ai choisi de faire pour pouvoir préparer la thèse que je vais commencer en octobre. Donc, l'encadrant est Diego Buonagnoli. Il se déroule au LabTH. Et l'objectif de ce stage est d'étudier de nouvelles particules légères et leurs modes de formation qui pourront être intéressantes pour la recherche dans les collisionneurs et les objets stellaires. Donc, la nouvelle particule légère la plus emblématique que l'on pourrait vouloir mettre en évidence correspond à l'action. L'action est un boson scalaire de charge nulle et de masse extrêmement faible. L'action a initialement été proposée pour résoudre le problème de la non-violation de la symétrie CP. La symétrie CP est une combinaison de deux symétries. La symétrie conjugaison de charge, qui transforme une particule en son antiparticule. Sur l'image en bas à gauche, transforme l'électron en un positron. Et la symétrie P, parité, change le signe des vrais vecteurs. Sur l'image en bas à gauche, une impulsion vers le haut devient une impulsion vers le bas. Et les théories physiques peuvent respecter ou ne pas respecter la symétrie CP. Si elles ne la respectent pas, on dit qu'ils la violent. Par exemple, l'interaction faible viole la symétrie CP. Et il se trouve que dans la chromodynamique quantique, il y a un terme qui viole la symétrie CP. Et dans ce terme, il y a un paramètre θ. Et ce paramètre θ, c'est un paramètre libre. Il peut valoir n'importe quelle valeur. Il se trouve qu'expérimentalement, ce paramètre θ, on peut le mesurer, on peut le contraindre, et on voit qu'il est inférieur à 10 puissance moins 10. Ce qui fait qu'il est extrêmement faible. Il semble qu'il soit nul. Et donc, la chromodynamique quantique, l'interaction forte, ne viole pas la symétrie CP. Sauf qu'un paramètre qui est quelconque, un paramètre libre qui vaille exactement 0, correspond à un fine-tuning. Et pour éviter le problème de fine-tuning, on peut supposer l'existence d'une symétrie qui expliquerait pourquoi ce θ vaut exactement 0. Donc, c'est une symétrie qu'on appelle U1. Et l'action est la particule résiduelle de cette symétrie. Et l'action, en plus de régler le problème de la non-violation de la symétrie CP, l'action est un candidat au problème de la matière noire, ce qui en fait une particule très intéressante. Donc, dans ce stage, j'ai une introduction à la théorie effective du modèle standard à basse énergie. L'idée est qu'à haute énergie, on peut directement traiter des quarks. Les quarks qui sont des particules élémentaires de la physique des particules, mais à basse énergie, les quarks ne sont pas libres. Les quarks sont dans la matière, dans des particules composites qu'on appelle des hadrons. Il y en a de deux types. Il y a les baryons, qui sont composés de 3 quarks, comme par exemple les protons et les neutrons, et il y a les mésons, qui sont composés d'un quark et d'un antiquark, comme par exemple les pions. Et donc, le Lagrangien à haute énergie, c'est un objet qui va prendre en paramètre les particules élémentaires. Cependant, à basse énergie, comme on ne peut pas directement prendre les quarks, il faut avoir un Lagrangien qui sera un Lagrangien qu'on appelle effectif, et qui va directement avoir à l'intérieur les mésons et les baryons. Et à partir de ce Lagrangien, on peut introduire de nouvelles particules légères, comme par exemple l'action. Donc ici, je vous ai mis le Lagrangien de l'article de Chang et Choi. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a l'action et il y a des courants, J0 mu et JA mu, qui sont des courants mésoniques et des courants baryoniques, donc des mésons et de baryons. On voit que l'action couple de manière dérivative avec les mésons et les baryons, ce qui fait que le couplage est extrêmement faible. Et dans les courants JA mu et J0 mu, on voit qu'il y a différents termes qui apparaissent. Il y a par exemple le terme sigma et le terme B. Et le terme B correspond à l'octet des baryons, donc il y a notamment le proton et le neutron, et le sigma correspond à exponentiation près à l'octet des mésons, et donc où il y a par exemple le pion à l'intérieur. Et dans le début de mon stage, j'ai redérivé le Lagrangien de Chang et Choi, mais dans un cadre plus général, et j'ai déterminé une limite qui permet de retrouver ce Lagrangien. Et une fois que nous avons le Lagrangien, nous pouvons déterminer des couplages entre l'action, les mésons et les baryons, et nous pouvons calculer des observables qui sont liés à, par exemple, une interaction entre baryon et méson qui donne baryon plus action. Et donc ça sera pendant la suite de mon stage que je n'ai pas encore eu le temps de faire puisque j'ai fait 1 mois de stage et que mon stage il va durer 4 mois, puisque en général, les stages de fin de M2 durent 4 mois. Donc, mon stage volontaire pour préparer la thèse convenablement, j'ai choisi qu'il dure 4 mois aussi. Et il y aura aussi dans ce stage une étude des variables cinématiques que j'expliquerai plus tard dans la partie sur la thèse. Donc maintenant, que je vous ai parlé du stage que je suis en train de faire, je vais vous parler du sujet de thèse pour lequel j'ai postulé et que je vais pouvoir commencer en octobre. Donc, l'encadrant sera bien évidemment Diego Buonagnoli. Ça se déroulera encore au LabTH. Et l'objectif sera d'étudier de nouvelles stratégies pour la recherche de nouvelles particules légères dans les collisionneurs et à partir d'objets stellaires.
le stage aura permis d'introduire les nouvelles particules légères et leur mode de formation. Donc, premièrement, au niveau des collisionneurs. Au niveau des collisionneurs, il y aura l'utilisation de variables cinématiques. Lors d'un processus qui se trouve ici, il y a des particules initiales et il y a des particules finales. Et parmi les particules finales, il y a des particules invisibles, c'est-à-dire qu'il est impossible de les mesurer par définition, et des particules visibles, on va pouvoir les mesurer, notamment leur impulsion. Il se trouve qu'on a des collisionneurs qui sont différents. Au niveau du LHC, on pourra mesurer uniquement les impulsions transverses. Et au niveau de BEL 2, qui se trouve au Japon, on pourra mesurer les impulsions transverses et longitudinales. Et les variables cinématiques sont des fonctions qui dépendent des impulsions connues, des maximisations ou minimisations des impulsions inconnues et des contraintes de conservation de l'impulsion. Et l'objectif des variables cinématiques est de discriminer de nouvelles particules qu'on voudrait mettre en évidence du bruit de fond. Et donc, par le passé, les variables cinématiques ont par exemple permis de mesurer la masse du boson W, qui ont beaucoup été utilisées pour essayer de mettre en évidence en vain de la supersymétrie. Et dans le cadre de cette thèse, il y aura une utilisation des variables cinématiques pour la production de paires maison ou taux, qui va donner un invisible plus un invisible, avec une qui sera l'action et l'autre qui sera par exemple des neutrinos. Donc maintenant, au niveau des objets stellaires, il y aura l'utilisation de la forme en énergie des supernovas. Il y a encore un principe de particules visibles et de particules invisibles. Les particules visibles, on va pouvoir les mesurer, ce qui va donner des informations sur le spectre en énergie des particules invisibles, qui sera principalement constitué de neutrinos. Et l'idée est d'étudier les modes de formation de l'action qui pourront faire perdre de l'énergie visible et qui pourront se déceler au niveau du spectre de la supernova. Et donc, par le passé, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à des particules de première génération, c'est-à-dire des particules des baryons et des mésons qui utilisent les quarks up et down. Mais dans mon stage, il y aura de la recherche faite avec des particules de deuxième génération, donc par exemple utilisant le quark strange. Donc, pour comprendre la différence entre collisionneurs et objets stellaires, il faut comprendre que ce sont les mêmes types de processus qu'il y a derrière, puisqu'on décrit la même physique, mais l'analyse est très différente. Et l'intérêt des collisionneurs est que nous pouvons avoir une meilleure précision, puisque nous maîtrisons beaucoup plus ce que nous faisons. Et l'intérêt des objets stellaires est que nous pouvons monter beaucoup plus haut en énergie. Et donc, je vous remercie de votre attention et d'avoir écouté cette présentation de mon parcours, et je vous dis au revoir.